séance. Jean-Claude, c'est à toi. Merci Dominique. Bien, bon, je pense que tout le monde m'entend, ou à peu près, du moins. Alors, si je connais bien Sylvestre Huet pour l'avoir invité, je ne connais pas du tout Philippe Brunet que je découvre sur l'écran aujourd'hui. Donc, bonjour Philippe et bienvenue à Bordeaux. Voilà, alors Philippe Brunet, vous êtes professeur de sociologie à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, du moins c'est ce qui est écrit ici, et vous allez nous parler de penser les valeurs en conflit. Penser les valeurs en conflit, c'est bien cela, le cas des sciences de la vie face à l'emprise du capital. Et pour être bref, parce que le temps nous est compté, vous allez focaliser, semble-t-il, votre exposé sur des phénomènes comme la fraude scientifique et le développement de ce qui s'appelle la bioéthique, qui sont en effet deux sujets d'actualité dans le monde des sciences d'aujourd'hui. Alors, pour la bonne forme, l'exposé devrait durer à peu près jusqu'à 11 heures et nous allons faire la coupure vers 11h25 pour avoir un temps équilibré entre Philippe et Sylvestre. On y va sur ces bases, je vous donne la parole. Merci. Voilà, alors comme j'ai peur peut-être d'être un petit peu long, donc je vais essayer de contenir tout de même dans le temps. Donc mon propos concerne effectivement le conflit des valeurs engendré par les rapports entre les sciences et le capital. Quelle est sa nature? Comment l'analyser? Quelles sont ses possibilités de dépassement? Voilà mes questions. Donc j'évoquerai le mot science par facilité pour éviter tout faux débat. Je désigne ainsi ce qui est à l'intérieur d'un périmètre appelé aussi bien recherche scientifique, discipline scientifique, etc. Donc il s'agit tout autant du champ institutionnel de production des connaissances scientifiques avec ses producteurs que de leurs produits, c'est-à-dire les connaissances selon les disciplines. Et pour introduire mon propos, je m'arrêterai donc sur la loi LPR qui vient d'être votée. Elle attaque la science sur deux fronts: ses moyens de production et leur répartition, et sa liberté d'orienter sa production. L'agression est violemment ressentie. Les sénateurs, par exemple, ont voulu introduire, outre des obstacles aux franchises universitaires, une soumission des libertés académiques aux valeurs de la République, dont on ne sait pas trop ce qu'elles sont en dehors de ce que l'on dit au fronton des mairies. Alors, je mettrai cela en résonance avec ce que Paul Ricoeur, il y a plus de 50 ans, après mai 68, écrivait à propos de l'idée de l'université dans une préface à un ouvrage sur ce sujet. Je le cite: par cette expression qui se perpétue de à Jasper, deux ont constamment été soulignés. D'abord, Jasper énonçant ces termes: c'est un droit de l'humanité en tant qu'humanité que la recherche de la vérité se poursuive quelque part sans contrainte. Ensuite, la déduction à partir de ce postulat de la finalité de l'université. L'université a pour tâche de chercher la vérité dans la communauté des chercheurs et des étudiants. Ces deux thèses ensemble définissent le fond libéral de toute université, et l'une ne va pas sans l'autre. Que la première fléchisse, la seconde s'évanouit, que la seconde ne soit plus satisfaite, la première reste un vœu pieux, faute d'un lieu où la recherche sans contrainte se poursuivrait sans contrainte. Bref, si l'on cesse d'apercevoir un lien nécessaire entre vérité, humanité, recherche libre, il n'y a plus d'idée de l'université. Donc voilà ce que disait Ricoeur. Donc une forte valeur de la science, celle de vérité, se trouve questionnée. Ricoeur, en fait, défendait cette valeur face à une critique du mouvement étudiant qui dénonçait l'institution universitaire comme agent du capitalisme. Donc en 3 temps maintenant, j'analyserai le champ des valeurs comme un mouvement résultant de contradictions entre différents agirs situés dans le cadre des rapports entre la science et le capital, précisément son industrie. Je m'appuierai sur certains exemples et pour finir, j'explorerai des portes de sortie possibles à partir des positions théoriques de Marx et de Dewey que j'essaierai de croiser. Donc d'abord, qu'est-ce que la loi de la valeur? Je rappelle quelques aspects de ces mécanismes. Suivant Marx et la valeur et ce qui fonde sous le capitalisme le lien entre toutes les marchandises produites, à savoir la quantité de travail abstrait qu'elles contiennent.
Autrement dit, toute marchandise, objet ou service utile contient plus que son utilité. Cette part, autre que l'utilité, le travail abstrait, prend sa source dans un phénomène, l'échange autour de la force de travail. Et ce phénomène réalise une large part des objets ou services comme marchandises, bien que les sphères sociales y échappent plus ou moins. C'est ce phénomène, pour Marx, donc, qui n'est pas pour lui qu'économique, il est aussi social et symbolique. Il insiste sur le fait que les marchandises, par leur fétichisme, commandent l'agir des hommes. À partir de là, j'ai analysé comment cette loi de la valeur opère dans les startups de biotechnologie qui fabriquent de la marchandise à partir de la science. Mais bien que la loi de la valeur soit isomorphe au rapport social de production, elle se heurte à des résistances. L'une des raisons est qu'elle ne recouvre jamais complètement la totalité sociale qu'elle domine, parce que certaines sphères sont plus ou moins hors marché, comme la famille ou comme la science. Donc, mon deuxième point, valeur de la science et loi de la valeur, tensions et contradictions. Donc, en fait, les scientifiques attirent l'attention sur le fait que la science est chargée de valeur. Ils tentent aussi de convaincre les non-scientifiques du bien fondé de leur valuation. Essayons donc de voir comment cette valuation de la science est exposée et traitée par les scientifiques et comment elle se confronte ou non à la loi de la valeur. C'est dans des textes de l'élite scientifique que l'on trouve des discours sur les valeurs. Deux d'entre elles, notamment, expriment ce que recouvre le terme de valeur de la science. D'abord, la valeur cardinale semble être celle de vérité, on l'a vu avec Ricoeur. En remontant le temps, Poincaré, en 1905, affirmait au sujet de la valeur de la science, je cite, « La recherche de la vérité doit être le but de notre activité, c'est la seule fin qui soit digne d'elle. Si nous voulons de plus en plus affranchir l'homme des soucis matériels, c'est pour qu'il puisse employer sa liberté reconquise à l'étude et à la contemplation de la vérité. » Donc pour Poincaré, cette disposition à la recherche, à rechercher la vérité n'est possible qu'en libérant l'homme des contraintes matérielles. Ce discours idéaliste déleste l'homme des rapports sociaux dans lesquels il est pris. Pour autant, leur trame est présente, car ce faire de la science se différencie du travail subordonné et exploité. Quête de vérité de la science et liberté de pratique sont indissociables. Il s'ensuit que la science produit une connaissance universelle, partageable, et devient un opérateur de concorde planétaire. Joliot-Curie souligne à ce propos, je le cite, « La science, et c'est l'un de ses plus hauts titres, est un élément fondamental d'unité entre les pensées des hommes dispersés sur le globe. L'observation scientifique se traduit par les mêmes réactions de pensée, quelle que soit la longitude et la latitude. C'est là un des aspects de l'universalité de la science. » Donc on peut juger ces discours anachroniques. Pourtant, au moment où l'université est attaquée, ces valeurs sont mises en avant parce qu'elles s'incarnent en pratique. Bourdieu, par exemple, a cherché à comprendre le paradoxe de la science. Elle est à la fois une structure sociale historique qui produit, dit-il, des représentations transhistoriques du réel, non contingentes, les vérités. C'est la raison pour laquelle elle est dotée, la science, de deux propriétés. L'une est sa fermeture, qui permet son autonomie relative. L'autre est celle de l'arbitrage du réel, qui s'exprime dans des dispositifs et des règles librement acceptés mais contraignants, visant à faire preuve. Et donc, ces propriétés, Bourdieu nous dit, permettent d'expliquer que la science peut avancer sans cesse vers plus de rationalité, sans être obligée de faire appel à une sorte de miracle fondateur. Donc, ces règles évoluent historiquement et leur cristallisation donne à voir pour chaque discipline les bonnes manières de produire les vérités. Examinons maintenant comment ces valeurs de la science se confrontent à la loi de la valeur. Donc, ces valeurs ont besoin d'être popularisées à toute fin pratique. La science doit montrer qu'elle est utile. C'est nécessaire puisqu'elle ne vend rien de ce qu'elle produit. De même, elle doit montrer sa concurrence interne, inscrite dans une compétition qui déborde ses limites et donne sens à l'idée d'excellence. De fait, dans ces exercices, les valeurs de la science se confrontent à d'autres, générant des tensions. Par exemple, un lien peut être établi entre l'augmentation de la fraude et l'état des rapports entre science et industrie. Voyons cela. La fraude scientifique est difficile à explorer
on comprend que les scientifiques soient rétifs à l'enquête. Néanmoins, des méthodologies non mesurées et des travaux confirment que la science n'est pas un univers sans déviance où l'objectivité et la vérité ordonnent toujours les activités et leurs finalités. Le phénomène de fraude s'accroît et il interpelle les scientifiques. Ainsi, dans les sciences de la vie aux États-Unis, une étude estime que 33% des chercheurs admettent des pratiques non conformes aux règles. Et pour la moitié d'entre eux, cette fraude consiste à truquer les dispositifs de preuve ou les résultats. La cause est imputée à la pression exercée par l'institution de financement. C'est donc clair, une des conséquences est de fragiliser la valeur de vérité. Nombreux sont les scientifiques qui doutent de la véracité des articles qu'ils lisent. D'ailleurs, selon une étude de 2012, les rétractations d'articles par les éditeurs ont décuplé en 35 ans, les 2/3 étant dus à des fraudes. Elle montre aussi que plus la valeur du facteur d'impact d'une revue est forte, plus la quantité des rétractations s'accroît. Je viens maintenant à un exemple. Donc, dans le domaine des cellules souches embryonnaires humaines que j'ai étudié, l'affaire de Wang Wuxuk, fortement médiatisée, fut un cas intéressant. Revenons 15 ans en arrière. Wang, professeur à l'université de Séoul, travaillait sur le clonage d'embryons humains en vue de produire des lignées de cellules souches embryonnaires dans un but thérapeutique. Or, les résultats qu'il avait publiés dans la revue Science en février 2004, puis mai 2005, se sont révélés truqués et de surcroît dans un cadre de recherche délictueux. La fraude devint publique en France en décembre 2005. Examinons donc le traitement de ce cas en Corée et en France, de la réception des résultats jusqu'à la preuve de fraude. Bien que l'affaire ait eu d'énormes conséquences, les valeurs de la science ont été préservées sans subir de déstabilisation. Donc on peut s'interroger sur cette issue, et je décrirai cette histoire en 3 temps et proposerai ensuite une explication. Premier temps, les résultats de Wang provoquent en France la réouverture du débat sur l'intérêt du clonage thérapeutique. En effet, prenant appui sur eux, les scientifiques et les politiques demandent le vote d'une loi au nom du bénéfice attendu en matière de santé publique, arguant qu'il existe une compétition internationale à laquelle la France se doit de participer sous peine de reculer dans ce domaine. Un projet de loi est donc déposé en octobre 2005. Sa pertinence et son urgence sont justifiées au nom des résultats obtenus par Wang. De son côté, donc le député Alain Claes est chargé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques d'un rapport sur le sujet. Une audition d'experts est convoquée en novembre 2005, donc juste avant que l'affaire n'éclate. Lors de cette audition, un échange a eu lieu entre Claes, le député, et Anne Fagot-Largeau, médecin, philosophe, spécialiste de la bioéthique et membre du Collège de France. Donc voilà l'échange. Anne Fagot-Largeau. L'événement important qui est en partie à l'origine de notre réunion d'aujourd'hui, c'est qu'au début de l'année 2004, puis en 2005, une équipe coréenne a publié des résultats tout à fait convaincants, éblouissants dans le domaine du clonage humain. Claes de dire « Tous les présents sont-ils d'accord sur la pertinence scientifique et le fait incontestable des résultats de cette équipe coréenne, ou y a-t-il débat dans la communauté scientifique ?» Et Anne Fagot-Largeau de répondre « C'est un résultat inachevé. L'équipe de M. Wang a précisé qu'elle ne vise pas le clonage reproductif. » Donc les résultats de Wang sont considérés comme d'autant plus probants et éblouissants qu'il existe une très forte inclination à le croire. Mais on connaît la suite, ils deviennent par la suite douteux et sont rejetés. Donc, deuxième temps de l'histoire, la crise est intense en Corée. Les enjeux autour des cellules souches embryonnaires ils sont très importants. Donc, chute de la bourse, démission du vice-premier ministre chargé de la science et de la technologie, etc. Donc, on peut établir un lien entre, d'un côté, l'acte de fraude, l'organisation du travail qui l'a permis, la vingtaine de millions de dollars accordés à Wang en récompense de ses découvertes, les honneurs et nominations auxquels il a eu droit, et d'un autre, le désir du gouvernement coréen de faire de son industrie biomédicale l'une des plus compétitives du monde. Force est d'admettre une situation structurelle de soumission des valeurs de la science à la loi de la valeur,
instrumentalisée jusqu'au plus haut niveau de l'État. Troisième et dernier temps, dès la fraude avérée, on observe de la part des institutions un discours niant cette soumission. Leur interprétation opère une séparation très nette entre les valeurs attribuées à la science et les mécanismes de la loi de la valeur, comme si aucun lien ne pouvait être établi. Et ceci a eu pour effet paradoxal de renforcer le crédit des valeurs de la science. En présentant les univers de valeurs de manière disjointe, celui de la science d'un côté, celui de l'industrie et du marchand de l'autre, chacun a été préservé. Mais pour cela, il a fallu que l'entremêlement entre les affaires commerciales en aval de la science, les intérêts nationaux et la grandeur scientifique ait été réduit à une affaire personnelle, focalisant sur la responsabilité morale du scientifique incriminé. Ainsi, cette interprétation, de type, je dirais, mertonienne, suggère que si le fraudeur a pu tromper un temps son monde, les règles de la science ont fait échouer. Dès lors, la croyance en leur robustesse s'en est trouvée renforcée. Cette purge interprétative, masquant le rôle de l'État coréen et celui des biotechnologies, a évité une explication structurelle et a sauvé la face et de la science et de l'industrie. Claes de dire, dans son rapport final, donc en février 2006, comme je l'avais indiqué dans un communiqué du 11 janvier 2006, l'affaire Wang est un problème d'honnêteté scientifique qui doit être traité en tant que tel, de façon complètement indépendante du domaine considéré. Elle ne doit donc pas jeter l'opprobre sur tout ce secteur de la recherche fondamentale que constituent les cellules souches embryonnaires humaines. Bon. Les scientifiques, de leur côté, n'ont pas été dupes, mais leurs critiques enclavées s'en sont tenues aux expressions phénoménales du problème, sans viser son soubassement, avec comme seule interprétation, là aussi, celle de la responsabilité individuelle. Comme ce point de vue de Schneeweiss, donc un biologiste, voilà, un vaste mouvement, donc il écrit, un vaste mouvement de défiance frappe la science au regard du public. La société veut des résultats rapides, concrets, mesurables en pourcentage d'augmentation du produit intérieur brut. En parallèle, apparaissent à une échelle jusqu'ici encore inconnue les tendances à s'exonérer de la déontologie de la recherche. Dans un monde de la publication de plus en plus compétitif, où les revues à fort indice de citation exigent non seulement la nouveauté, mais également un ensemble lisse et parfaitement cohérent de données, et où la publication dans ces revues détermine les financements et donc l'avenir scientifique d'une équipe, il existe un risque de pente glissante. L'affaire Wang est un cas isolé et exceptionnel de fraude, mais elle doit être pour tous un signal d'alarme. Donc je pourrais poursuivre par l'analyse de la bioéthique via les recommandations du Comité consultatif national d'éthique en France, mais je n'ai pas le temps. Donc elle montrerait que la bioéthique s'institue comme un point de passage entre les sphères sociales du non-marchand et celles du marchand, créant une ligne de démarcation imaginaire entre deux espaces de valeurs, celui des valeurs éthiques propres à un sujet hors production sociale et celui de la valeur comme expression du rapport social capitaliste. D'un côté, l'éthique semble disposer d'un territoire intouchable pour les valeurs de dignité et d'intégrité. De l'autre est admis le règne de la loi de la valeur. Troisième point, donc je voudrais maintenant, concernant cette confrontation, montrer certaines proximités entre Marx et Dewey. Donc deux raisons m'y incitent, renforcer l'analyse de la production et de la circulation des valeurs et examiner les possibilités émancipatrices face à la loi de la valeur. Donc, mettre en relation l'approche marxienne de la valeur et le pragmatisme de John Dewey à propos des valeurs semble incongru, tant ils apparaissent éloignés l'un de l'autre. Dewey se déclarait non marxiste et n'avait pas lu Marx. Pourtant, sa position à l'égard du processus de fabrication des valeurs montre un ancrage matérialiste, celui du terreau de l'action humaine observable, là où se situe l'expérience. Et parions que c'est à partir de ce champ de l'expérimentation et dans notre société capitaliste qu'il est pertinent d'examiner les apports de Marx et de Dewey à l'égard des valeurs. Donc j'explorerai d'abord l'approche de Dewey, ensuite je mettrai en évidence les proximités avec celle de Marx et je conclurai en revenant au point de départ.
Pour Dewey, une valuation consiste à produire un sens à l'action en tant que fin en vue, à fabriquer ce sens en agissant. Et l'évaluation, elle, en permet la mesure. En d'autres termes, c'est par l'agir informé et raisonné que toute valeur se forme et se transforme. Cette faculté à fabriquer et à transformer les valeurs concerne la conduite des affaires humaines. Et la science donne au comportement de valuation son authenticité par ses savoirs. Néanmoins, Dewey constate un fossé cognitif entre les sciences de l'homme et celles de la nature. Les acquis des unes ne compensent guère la faiblesse des autres, qui explorent le plus important à ses yeux, les activités humaines. Pour une part, ceci tient au fait qu'elles sont prises en étau entre les pulsions vitales et les routines, les règles, qui, par l'intériorisation des contrôles sociaux, limitent toute potentialité d'un agir raisonné. Ainsi, dit-il, si l'on considère la théorie en tant que telle, cependant, celle qui concerne l'humanité a plus d'importance pour l'homme que celle qui concerne un monde purement matériel. Dans la quête de rapprochement avec Marx, il faut donc saisir plus précisément ce que recouvre pour Dewey ce plus d'importance qu'il attribue aux sciences de l'homme. Tout d'abord, soulignons que sa réflexion s'élabore à partir du monde industriel qui, bien qu'en pleine effervescence technique et scientifique, ne tenait déjà plus les promesses pour lesquelles il s'était imposé. C'est par une philosophie critique, pointant les débuts du XXe siècle aux USA, que Dewey développe un argumentaire concernant la science et l'expérience. La science est pour lui un puissant levier de l'agir, comme méthode d'investigation et comme moteur du dynamisme industriel. Mais cette force reste cantonnée dans le domaine de la technique, faute d'avoir suffisamment percolé par l'éducation dans les représentations et les pratiques du plus grand nombre. Ce potentiel de la science, capté par une minorité, contribue à maintenir les clivages sociaux. Ainsi en est-il du modèle d'organisation industrielle qui opère un clivage entre ceux qui conçoivent la production, lui donnent sa finalité, et ceux qui l'exécutent, sans de plus avoir accès à l'éducation. On notera donc une résonance avec les analyses de Marx quant à l'exploitation du travail. À ce clivage dans la production répond un autre dans la philosophie. Dewey critique la philosophie dominante qui, bien que se revendiquant des Lumières, reste ou dualiste ou mécaniste, maintenant et les clivages sociaux et ceux avec la nature. Elle se rend aveugle à l'insertion de l'individu dans le monde social et celui de la nature, sans lesquels il ne peut exister. À l'inverse, Dewey défend l'idée d'un individu qui se développe parce qu'il est plongé dans ce monde, par quoi procède une profonde correspondance entre les manières d'agir et les manières de connaître et de penser le monde, les unes trouvant leur source dans les autres. Là aussi, cette position fait écho aux travaux de Marx. Donc l'importance accordée par Dewey à l'éducation, portée par les processus rationnels de la science, est centrale pour surmonter ces clivages. Dewey ambitionne que les hommes puissent contrôler leurs activités et produire pour eux-mêmes les valeurs vers lesquelles ils projetteront leur avenir. Apprendre, c'est réaliser des finalités sociales, donc des valeurs. Et tout processus d'éducation doit conjuguer les acquis et les questionnements des sciences de la nature comme ceux des sciences humaines. Nous voilà donc revenus à ce plus d'importance évoqué par Dewey. Conjuguer l'ensemble des acquis scientifiques doit être un impératif parce que toute valeur procède nécessairement du social. Cette centralité de l'éducation conduit Dewey à définir une valeur ultime à ce processus, qui est le processus même de la vie, à savoir ce qu'il appelle la croissance, entendu comme processus autonome de développement. On retrouve aussi Marx. Examinons maintenant justement les issues de Marx et Dewey à partir du concept d'émancipation. Donc pour Marx, l'aliénation est aliénation du produit du travail, au sens où le produit fabriqué n'est pas la propriété du travailleur, et aliénation du processus de travail, au sens où il se développe par l'exploitation de la force de travail. Par ces deux formes, elle s'étend à tous les secteurs de la vie comme une aliénation généralisée, à savoir aliénation mutuelle des hommes couplée à l'humanisation des marchandises, marque suprême de la fétichisation de la société. Celle-ci est tendue vers un but pour chaque individu, maintenu à distance des autres par la concurrence, la mise en valeur perpétuelle de la valeur.
L'aliénation vue par Marx et les analyses de la société industrielle par Dewey montrent une proximité critique, d'autant qu'elle partage un point de vue similaire à l'encontre de la philosophie traditionnelle. Elle montre aussi la dépossession et la déshumanisation qu'engendre la société capitaliste à travers la fétichisation de l'autovalorisation de la valeur qui soumet les individus à sa fin. Elles sont aussi complémentaires. En effet, alors que Marx permet de comprendre la production et l'échange marchand, Dewey insiste sur ce qui échappe à l'individu, une capacité à être autonome, à diriger les processus dans lesquels il s'engage par l'expérience pour en maîtriser les fins, donc les valeurs. Le concept d'émancipation apparaît donc comme un vecteur d'une transformation de l'existant, et pour Marx et pour Dewey. Elle implique la reprise du contrôle conscient sur l'expérience de la vie. Pour Marx, l'émancipation vise à transformer un homme incomplet, soumis au hasard de la vie, compte tenu de son insertion dans des rapports sociaux immaîtrisables, en un individu universellement développé. Sa richesse ne sera plus liée à la masse des marchandises appropriées, mais mesurée en termes de lien avec les autres et de temps libre pour se développer. Et c'est par le concept de croissance que Dewey pense quant à lui l'émancipation. La croissance est la seule fin en soi. Pourquoi ? Eh bien, toute posture de recherche conduit à l'enrichissement de l'expérience, ce que Dewey désigne par croissance. Il s'agit donc d'un processus d'amélioration par l'élargissement de l'expérience, et Dewey affirme que la croissance est la seule fin qui peut être considérée comme fin en soi. Autrement dit, comme la seule valeur digne d'intérêt général. Donc ce processus est empêché. Dès lors, pour Dewey, la finalité de l'économie doit être transformée pour accompagner la croissance des citoyens. Il appelle donc à reconstruire toutes les institutions pour préserver et développer les capacités humaines et individuelles et collectives. Et en ce sens, les contraintes doivent peser sur les seules finalités des institutions. Je conclus. De cette analyse, on peut saisir valablement le mouvement des valeurs, je dirais, à l'intérieur d'un arc aux deux extrémités opposées. D'un côté, la production de la valeur, par laquelle le capital vit et s'accumule, elle domine notre monde. En opposition, une valeur à plus faible intensité, mais réellement vivace, l'émancipation humaine ou la croissance selon Dewey. Son horizon est sans cesse perturbé, voire détourné par toute forme d'aliénation. À cet égard, constatons la posture fâcheuse des scientifiques. Pratiquant les valeurs de la science qui se rapportent à la croissance de Dewey, ils mobilisent en fait une grande énergie à les défendre parce que les processus d'aliénation touchent la science à la fois dans son organisation, ses questionnements et ses applications. Ceci étant, leur réponse est une mise en étanchéité de la valeur d'émancipation qui se rapporte, on l'a vu, à la seule production des connaissances. Ils en oublient les autres sphères dominées par la loi de la valeur, où la demande d'émancipation est elle aussi active. Dès lors, il serait utile de conseiller aux scientifiques à apprendre de leur expérience et de leurs limites pour trouver avec d'autres un chemin de croissance ou d'émancipation réelle et universelle qui soit diamétralement opposé à l'image qu'ils donnent d'une forteresse assiégée relative à un unique quant à soi. En ce cas, vaut-il mieux parier sur Marx et Dewey que sur Ricoeur? Voilà, merci. Bien, merci Philippe Brunet. Nous allons donner la parole à la salle, si l'on peut dire. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont questionnés par ce que vient de dire Philippe? Bon, moi je suis questionné, mais j'ai surtout envie de le remercier pour cette contribution tout à fait passionnante. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une initiative ultérieure. Donc, pour l'instant, c'est ma première remarque. Sylvestre, tu peux participer évidemment à l'échange, hein, indépendamment de ton intervention de tout à l'heure. Je voudrais dire que ce n'est pas très courant, justement, que des acteurs de la communauté scientifique
soient capables, je dirais, de porter un regard critique sur leurs propres pratiques et sur leur propre démarche professionnelle. Donc, merci Philippe. Jean-Claude, tu n'as pas un petit point de vue là sur l'exposé de Philippe? J'ai appris à me taire et à écouter les autres, mais bon, si c'est un grand silence, je m'exprimerai. Mais je réservais un petit peu cela pour l'introduction de Sylvestre. Et en fait, ce que je voudrais dire, puisque je tiens comme toujours à le répéter, je ne suis ni chercheur ni enseignant, je viens du monde de l'industrie, en particulier du nucléaire, voilà qui est déjà beaucoup plus clair. Ce qui Et à un moment donné, Philippe, on peut peut-être se tutoyer si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Remercie. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui me chagrine depuis maintenant 72 ans, c'est mon âge, un peu moins quand même, il ne faut pas exagérer, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire devrait être, je crois, dans les objectifs permanents de l'université comme de tout le monde de l'éducation. Et je voudrais revenir sur ce que disait le plan Langevin-Wallon, qui date de 1946, dont tout le monde parle, mais que j'ai lu. Mais que j'ai lu, j'ai relu le document, la partie concernant l'éducation populaire. Et je vais être extrêmement bref, mais comme nous avons un peu le temps, je vais pouvoir m'arrêter là-dessus. Voilà ce qu'ils disent concernant l'éducation populaire. C'est un extrait. Les écoles normales et les universités seront des foyers de culture où les maîtres, en contact direct avec les populations, ce que nous ne manquons jamais de faire, n'est-ce pas, au monde de l'université, en contact direct avec les populations, devront trouver l'assistance et les collaborations voulues pour organiser pour leur propre circonscription des séances instructives ou récréatives, des excursions géologiques, etc. etc. Alors là, c'est un petit peu ancien, mais on voit bien cette idée de l'ouverture de l'université des écoles normales, maintenant les IUFM, si je ne m'abuse, ou quelque chose d'équivalent, vers la population. Et ça devrait être, je crois, un facteur extrêmement essentiel de l'activité des sciences et des écoles normales, enfin maintenant les IUFM-SP, ou je ne sais plus ce que c'est devenu, et l'université. Et, ajoute-t-il, dans ce plan, la fonction d'éducation populaire est d'importance trop fondamentale pour que les maîtres la remplissent à leur moment perdu. Elle ne saurait s'ajouter à leurs charges professionnelles déjà lourdes qui doivent être allégées en proportion. Voilà, je crois qu'il y avait là déjà en 1946, avec des vieux troublons, n'est-ce pas, issus du CNR et de je ne sais quels autres, comment dirais-je, bolcheviques attardés, une idée de faire ce lien entre l'université et je dirais la population d'une manière générale, qui a soif de connaissances. Et aujourd'hui, et ça Sylvestre va l'aborder je crois dans son sujet, on voit bien qu'il y a une rupture, et le mot est faible, entre le monde universitaire en particulier et la population en général. Alors je ne dis pas que ça explique tout, loin de là, mais il y a quand même là un manque terrible. Je pense aussi qu'il y a je n'ai jamais vu dans les projets d'évolution des universités tout cela. Je ne crois pas que cette notion d'éducation populaire apparaisse. Et je voudrais savoir ce que Philippe, tu en penses. Oui, alors, comment dire, je répondrai à plusieurs niveaux à cette interpellation. Et effectivement, c'est quelque chose, je dirais, de lancinant et que l'on peut observer historiquement. Alors, ça prend différentes dénominations. Aujourd'hui, on est sur deux thématiques de dénomination. La thématique générique ou générale, les sciences en société, et une autre thématique qui commence à poindre, y compris institutionnellement, parce que ça vient d'être plus ou moins enchâssé dans la dernière loi,
ce qui s'appelle le tiers secteur scientifique. Bon. Donc l'idée, c'est au fond, mais c'est une vieille idée, certainement issue d'ailleurs, je dirais, le rapport, certainement Langevin-Vallon à ce moment-là, pointe quelque chose, c'est-à-dire pointe une séparation. Et donc, comment essayer d'éviter en quelque sorte le gap, la séparation, quoi, hein, voilà. Donc, il y a eu des combats. Il y a eu des combats dans les années 70, les boutiques des sciences, par exemple, qui ont été plus ou moins des initiatives, je dirais, plus ou moins autonomes de la part de certains scientifiques, d'ouvrir vers la société. Bon. Alors, d'ouvrir vers la société, de quelle manière? Il y a deux grandes façons. Il y a, je dirais, la façon en termes de vulgarisation, c'est-à-dire de diffuser en quelque sorte des savoirs issus de l'institution de recherche, de l'institution universitaire vers la société. Et puis, il y a un deuxième axe donc, qui commence à prendre corps tout de même aujourd'hui, mais à mon avis, qui restera toujours extrêmement marginal. C'est l'axe des sciences participatives, c'est-à-dire où finalement les citoyens, d'une manière ou d'une autre, organisés en association ou autre, en tout cas, participent à l'élaboration, on pourrait dire, de certains programmes de recherche, soit à travers des questionnements, soit y compris en aidant d'une certaine manière ces programmes de recherche. Et on voit bien que ces programmes de recherche vont être dans des domaines finalement assez limités. On voit mal comment, effectivement, par exemple, les citoyens vont comment dire, s'inscrire dans les recherches, par exemple, sur le nucléaire. Quand bien même il existe effectivement des formes associatives vis-à-vis du nucléaire, en GSIEN dans les années 75, etc., etc. Aspect critique, évidemment, mais bon, voilà. Donc il y a ces, comment dire, je dirais, ces tentatives, mais en même temps qu'il existe ces tentatives, alors je reprendrai Dewey par rapport à ça, ces tentatives, en fait, elles se recristallisent finalement en partie dans les finalités des institutions. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, elles opèrent des, des formes de blocage. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien étudier qui est à l'initiative, par exemple, des sciences participatives, qui est à l'initiative des processus de vulgarisation en dehors, par exemple, de la journée commémorative annuelle de la fête de la science, comme on dit. Voilà. Bon, en fait, on s'aperçoit on s'apercevrait très bien qu'il y a des forts clivages et que l'on ne peut pas parler de la société en tant que telle, mais en fait, on va parler de certains secteurs finalement de la société qui ont déjà, d'une certaine manière, les armes culturelles, les armes éducatives pour pouvoir intervenir avec des scientifiques. Et dans son propos, donc, qui date des débuts du XXe siècle, Dewey, lui, il pointait tous ceux qui étaient hors du champ, laissés hors du champ éducatif, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils n'avaient compris aucun accès ou quasiment aucun accès parce qu'ils étaient ouvriers, etc., à toute forme d'apprentissage. Alors, un dernier point qui me paraît important à souligner sur cette question de l'apprentissage. Bon. On fait aussi beaucoup de discours autour de certaines formes
d'institutionnalisation ponctuelle, on pourrait dire, entre les savoirs experts et les citoyens. Ce que l'on appelle, par exemple, les conférences de citoyens sur tel ou tel thème. Bon. Je pense que, fondamentalement, ce qu'il en ressort est voué à l'échec. Mais ça, c'est autre chose. Ce qui est très intéressant, en fait, je pense qu'il y a le plus intéressant dans ces processus-là, c'est que, voilà, on va accorder un certain temps, quelques week-ends, à des citoyens tirés au sort, donc qui peuvent être aussi bien ouvriers que cadres et autres, qui ont en général, c'est ça le principe, eu aucun lien direct ou indirect avec le sujet dont ils vont traiter, donc qui ne le connaissent pas. Eh bien, en quelques week-ends, avec des dialogues institutionnalisés avec différents experts scientifiques, arrivent finalement à se mettre, alors non pas au niveau des scientifiques, le problème n'est pas là, mais à un certain niveau de connaissance qui leur permet, on pourrait dire en toute capacité, de donner un point de vue informé, un point de vue raisonné. Voilà, en quelques week-ends, hein, en quelques week-ends. Bon. Donc ça veut dire, pour moi, ça veut dire que si à un moment donné une société veut se donner les moyens effectivement de diffuser, de percoler les savoirs scientifiques auprès de tous ces citoyens, c'est possible. Mais c'est possible, ça renvoie évidemment aux formes d'éducation. Voilà, donc quand on est sur les clivages et qui persistent, le clivage entre l'apprentissage des sciences de la nature d'un côté, l'apprentissage plutôt des sciences de l'homme, voilà, les humanités de l'autre. Évidemment, déjà, on crée, mais ce clivage qui existe depuis très longtemps, hein, évidemment, on crée, on contribue finalement à maintenir tous ces clivages. Bon, voilà. Donc il y a des possibilités pour peu que eh bien, je dirais, les institutions existantes, hein, donc je reviens là-dessus, les institutions universitaires se donnent les moyens de le faire. Mais effectivement, ce n'est pas le pas pris par les différentes lois qui, depuis une vingtaine d'années, comment dire, cristallisent des formes d'institutionnalisation qui sont à milieu finalement de cette nécessité sociale. Si je peux me permettre une petite question. Il me semble, alors de manière très contradictoire, connaissant bien l'institution universitaire et les institutions scientifiques, de manière très contradictoire, l'affaiblissement des financements récurrents, je dirais qu'on appelle récurrents, de la recherche comme de la formation, des formations supérieures, conduit d'une certaine manière l'université à s'ouvrir beaucoup plus que dans le passé à l'extérieur, et notamment à développer ses relations avec les industries et les administrations, et d'une certaine manière fait exploser un petit peu les contours habituels des rapports entre sciences et société, et potentiellement, à condition bien entendu qu'on ne reste pas enfermé dans la sphère, en tout cas dans les logiques de valorisation capitaliste et autres, potentiellement ouvre des champs nouveaux, je dirais, qui peuvent aller plus dans le sens de la diffusion ou d'un rapport nouveau avec le reste de la société. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il y a des contradictions qui sont présentes, et je dirais que ces contradictions elles
elles s'affirment d'autant plus que tout de même ne sont pas dans cette direction-là. Voilà. Donc oui, il y a en quelque sorte, je dirais, quelques miettes accordées, quoi, hein, puisque, comment dire, dans nos sociétés hautement scientifisées et technologisées, nécessairement, il y a des besoins d'apprentissage qui s'expriment. Souvent, d'ailleurs, ces besoins s'expriment à partir, d'une certaine manière, comme le dit Dewey, à partir d'expériences faites par les citoyens. Par exemple, bon, je citerai que cet exemple-là, mais parce que je l'ai en tête et qu'il est récent et que je le connais très bien, un tout petit exemple, l'implantation d'éoliennes sur un territoire communal dans le rural corrézien. Bon. Donc il y a des gens, des agriculteurs, etc., qui se mobilisent contre ce projet. Bon. À partir du moment où ils se mobilisent contre ce projet, évidemment, pour pouvoir se faire entendre, ils ont besoin eux-mêmes de monter en compétence, quoi, hein, sur le sujet. Ils ne peuvent pas simplement dire on n'en veut pas. Ça sera pas. Ils savent que ça ne sera pas suffisant. Bon, donc ils sont contraints de construire par l'expérience et par l'enquête au sens de Dewey, hein, l'enquête au sens de Dewey, c'est-à-dire je m'interroge sur un certain nombre de choses et je vais chercher les éléments qui vont corroborer voilà, ce que j'ai envie de défendre. Eh bien, voilà, ils font œuvre en quelque sorte, ils font œuvre même experte parce qu'ils sont contraints par la situation. Voilà. Mais ce sont des gens, évidemment, qui, jusqu'au moment où le projet d'éolienne est venu à eux, certainement des gens qui avaient qu'une très vague idée de ce qu'étaient les éoliennes par rapport à l'énergie, bon, etc., quoi, hein, voilà. Mais donc ça les conduit à développer tout un argumentaire sur pas simplement l'aspect strictement énergétique, mais aussi l'implantation de ces éoliennes dans des endroits qui sont déjà plus ou moins protégés, etc. Et donc voilà, d'agression d'un milieu naturel. Voilà, enfin, ce que l'on connaît assez généralement, hein, voilà, d'associations après qui vont se mobiliser. Et donc, à l'intérieur de ces associations, voilà, il y a de véritables processus d'apprentissage qui sont... mais ce sont des processus d'apprentissage autonomes, quoi, hein, autonomes. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta, comment dire, à ta question, quoi, hein, voilà. Mais voilà, s'il devait s'adresser à une université quelconque voilà, pour satisfaire leur curiosité, certainement que l'université ne leur répondrait même pas, quoi. J'évoquais, alors pour préciser peut-être mon questionnement, j'évoquais, si tu veux, le développement d'une nouvelle mission, si tu veux, dans l'université, qui avant Oui. était quelque chose d'accessoire, et je pense en particulier à la formation tout au long de la vie. Or, avec l'évolution des techniques et des technologies dans le monde industriel et dans l'organisation de la société, on fait forcément de plus en plus appel à des qualifications qui ne sont pas dispensées, si tu veux, au niveau bac. Donc, on a besoin de formations supérieures diffusées largement à de nouvelles catégories de salariés. Et donc, d'une certaine manière, ça oblige l'université à modifier, si tu veux, son rapport à la société, donc son rapport de diffusion des connaissances, en développant des formes de diffusion qui sont élargies par rapport à ce qu'on connaissait au préalable. Tu vois, donc, pour moi, c'est une transformation. Alors après, on peut discuter sur le fait que l'État ne donne pas assez et que les entreprises, a fortiori, ne contribuent pas
je dirais, à cet effort de développement. Ça, c'est un autre débat. Mais sur tu vois, l'évolution me paraît intéressante. Et deuxième évolution qui me paraît intéressante, c'est que l'apprentissage, évidemment, au niveau des études supérieures, se développe potentiellement dans les universités. Là encore, sans les moyens, hein, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire qu'on nous présente ça comme une réponse à des problèmes de financement. Mais moi, je trouve que si on est attentif à ces évolutions et si on réinvestit cette question-là, on peut en faire comment dire, un phénomène de révolution, d'une certaine manière, de notre lieu de travail, enfin en tout cas de notre corps professionnel, et lui faire jouer un rôle nouveau dans sa réponse aux besoins de la société, de son développement. J'ai pas tout entendu. J'ai pas tout entendu ce que tu as dit parce qu'il y a eu des difficultés de connexion. Bon, moi je suis dans une université qui se vante, alors à juste titre, hein, mais qui se vante d'être la première université française en taux d'apprentissage. Hein. 20% des étudiants sont en apprentissage à UGE. Bon, voilà. Bon, ok. J'ai moi-même, voilà, je fais l'expérience d'enseigner dans des masters en apprentissage. On est bien d'accord? Bon, donc, c'est effectivement une réalité. Voilà. Que l'université aujourd'hui soit portée vers l'apprentissage, il n'y a rien de plus, je dirais, banal que de le dire, puisque précisément, la nécessité en force de travail éduquée pousse à ce que les universités se dotent comment dire, d'enseignement en apprentissage. Donc, évidemment, c'est une tendance très lourde. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est une tendance très lourde. Ceci étant, il y a, moi je l'observe, il y a une coupure assez nette entre dans mon domaine en tout cas, hein, les formations en apprentissage et tout ce qui est de l'ordre de la recherche qui se fait aussi à l'intérieur des universités. Voilà. Hein. Donc, il y a je dirais des finalisations un petit peu standardisées finalement, hein, des formations en apprentissage, alors qui se nourrissent évidemment plus ou moins de la recherche, mais je dirais plutôt moins que plus. Voilà. Et d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, plus largement, je dirais plus largement, ma crainte, c'est que du fait, y compris de ce que j'ai évoqué là dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y ait progressivement une césure, alors pas aujourd'hui, mais demain, une césure qui s'accomplisse entre dans les missions universitaires entre l'enseignement d'un côté et la recherche de l'autre, c'est-à-dire des recherches de pointe, mais qui finalement, y compris à l'intérieur de l'université, peut-être ne percoleront plus, y compris vis-à-vis des étudiants formés. Voilà. Mais c'est lié à des rapports structurels, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, un enseignant-chercheur qui veut faire, entre guillemets, une belle carrière, un jeune enseignant-chercheur qui veut faire une belle carrière, il sait qu'il doit investir dans la recherche. L'enseignement devient quelque chose d'accessoire, d'obligé, mais y compris avec des mécanismes d'allègement de la charge
d'enseignement pour certains qui visent justement l'excellence en recherche. Bien. On reprendra ce débat-là, mais dans une soirée ultérieure, si tu le souhaites. Oui, oui, oui. Si on est d'accord. Bien, ben, on va passer maintenant à notre ami Sylvestre Huet. Bonjour Sylvestre. Attends, Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien?